Et maintenant, on va aborder les aspects juridiques au niveau européen. Nous avons le président de l'Institut Georges Chapaz, qui est Théodore Georgopoulos, et qui va monter, prendre la place près du pupitre. On va avoir sa présentation qui s'affiche. Donc on en a parlé tout à l'heure. Petite cloche pour vous de 20-25 minutes. Vous souhaitez des questions? Merci beaucoup. Merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être ici. Merci à Vitae. Après cet exposé sur l'évolution des appellations d'origine, lui avec beaucoup de talent démontrer l'évolution, on va voir que sur le plan juridique, le présent et peut-être même un peu l'avenir des appellations d'origine. Effectivement, ça a été dit pendant l'introduction, le titre de cette journée est provocateur, mais d'un point de vue juridique, je dirais particulièrement pertinent. Juridiquement, l'appellation d'origine contrôlée est morte. L'appellation d'origine contrôlée, telle qu'on l'a connue, est morte depuis 2008. Bien évidemment, vous pouvez toujours trouver sur les étiquettes des vins en France le nom, appellation, Châteauneuf du Pape, contrôlé. Permettez-moi de faire tout de même un parallélisme, ça ressemble beaucoup plus aux étoiles dans le ciel. On voit toujours le reflet, mais en réalité, les étoiles en question ont disparu. L'appellation d'origine contrôlée aujourd'hui, dans sa version française, est une mention traditionnelle. Ce sont les règlements européens qui les disent, puisque en 2008, on a eu l'année 0. On a eu une petite révolution juridique en matière d'appellation d'origine, puisqu'on a eu un système européen qui s'est substitué aux systèmes nationaux en matière d'appellation d'origine, y compris en France. C'était le règlement 479 de 2008 qui a introduit un nouveau système. Le 14 septembre dernier, dans la jurisprudence Porte-Charlotte, la Cour de justice de l'Union européenne a levé tout doute sur la question en disant tout simplement qu'il n'existe plus de système national parallèle. Le droit de l'Union européenne, son principe de primauté sur les droits nationaux, nécessairement à substituer et ne tolère plus des systèmes nationaux existants en parallèle. Cependant, comme on va voir, on n'est pas face à un phénomène de tabula rasa. Ce n'est pas du tout un système qui a été inventé. On est beaucoup plus dans la continuité, dans la rupture, mais avec tout de même des éléments qui donnent un nouveau rythme et qui posent de nouveaux problèmes. La question, bien évidemment, c'est pourquoi ces changements? Ce n'est pas nécessairement dans une logique de dire que l'AOC est morte puisque l'AOC a échoué. Bien au contraire, ça a été démontré tout à l'heure, comme quoi finalement sur le plan commercial, mais aussi je dirais sur le plan symbolique, l'AOC, du moins en France, c'est un success story. Cependant, les données sont changées, les choses se passent de manière différente aujourd'hui, notamment dans le contexte de l'intégration européenne. Les vins doivent circuler aujourd'hui dans l'Union européenne. 28 États membres de l'Union européenne, pas tous des producteurs de vin, mais pratiquement tous de consommateurs de vin, des importateurs de vin. Selon le principe de la libre circulation des marchandises, qui couvre bien évidemment aussi le vin, il faut enlever tout type
barrières, barrières techniques, des obstacles à la libre circulation. Cela nécessairement pose la question, comment est-ce qu'on peut faciliter le libre-échange, cette circulation d'un État à l'autre? Eh bien, pour le faire, nous, les juristes, et les hommes politiques aussi, bien sûr, avons inventé cette belle notion d'harmonisation. On met en place des règles communes en espérant, souvent on a des déceptions, que de cette manière on peut réussir vraiment à faciliter le commerce entre États, entre économies qui malgré tout restent des économies distinctes. Il faut lutter contre les distorsions à la concurrence, puisque tous les États n'appliquent pas les mêmes règles en matière d'appellation d'origine. Il y a des États plus exigeants, d'autres moins regardants. Il faut revaloriser les appellations d'origine, justement parce qu'on n'entend pas nécessairement la même chose d'un pays à l'autre. Il faut donc finalement avoir des critères plus ou moins uniformes, ou tout au moins convergents en la matière. Il faut aussi, puisqu'il s'agit de politique agricole commune, savoir comment on gère les subventions, les aides européennes, des aides qui finalement sont destinées parfois pour le développement des vins d'appellation d'origine, mais là aussi, de quelle appellation d'origine? Faciliter la négociation d'accords avec des États tiers chaque fois que l'Union européenne doit négocier un accord international avec un État tiers pour la protection des appellations d'origine, et renforcer bien évidemment la transparence, et surtout renforcer et protéger d'une certaine manière le consommateur, un consommateur souvent égaré par rapport à la multitude d'informations concernant différents systèmes d'appellation d'origine. Donc, on a changé en 2008, on a changé le statut. Avant, la Commission européenne avait un rôle, je dirais, de notaire. La Commission européenne, simplement, gardait une liste, un registre, où les États simplement lui annonçaient qu'une nouvelle appellation d'origine a été enregistrée selon le droit national. Tout cela a changé en 2008, et là on a un nouveau système qui est beaucoup plus ambitieux de ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que cela ne concerne pas uniquement les vins européens, mais de manière assez étonnante, cela couvre aussi le vin d'État tiers. C'est-à-dire, on peut avoir une appellation d'origine protégée qui concerne un vin qui est un vin produit aux États-Unis d'Amérique. L'appellation d'origine protégée n'est pas une appellation d'origine européenne, c'est une protection européenne des appellations d'origine. C'est-à-dire qu'un État tiers a la possibilité de demander, si bien évidemment l'État remplit les critères, les vins concernés remplissent les critères, en la matière, il est tout à fait possible que l'État demande, et enregistre et protège une appellation d'origine de ce vin, au même titre que le Châteauneuf du Pape, le Champagne, etc. Pourquoi ces gestes? Eh bien, dans une logique d'exportabilité, je dirais, de la conception européenne de ce qui est l'appellation d'origine, on dit tout simplement, très bien, vous voulez avoir sur le territoire européen une protection équivalente, voire même identique à la protection qu'on assure pour nos propres vins, très bien, on peut les faire, on peut vous protéger, à condition de faire les appellations d'origine comme nous. Il y a aussi la question scolaire, enfin le cas scolaire, des vins d'une zone de production transfrontalière, puisque je suis des vins des amateurs éclairés, vous savez que le terroir ne suit pas nécessairement le choix de sociétés humaines concernant les frontières nationales. On peut avoir un terroir cohérent qui est partagé entre des États. C'est le cas par exemple de l'AOC Genève, puisqu'une partie des parcelles de l'AOC Genève, appellation suisse, se trouve sur le territoire français. Autre élément assez important en l'occurrence, et assez étonnant aussi,
c'est que ce nouveau système d'appellation d'origine ne concerne pas uniquement les nouvelles appellations, les appellations enregistrées après 2008. Mais il s'agit d'un système qui couvre aussi tout ce qui existait avant. Les 370 appellations d'origine contrôlées qui existaient déjà en France en 2008 sont concernées, tout comme les appellations existantes des autres États membres de l'Union européenne, sont concernées par le nouveau système. Dans ce système, il s'agit, et là on parle d'appellation d'origine, puisque ça a été la thématique de la journée d'études, mais il faut dire que cette petite révolution juridique de 2008 concerne les appellations d'origine, mais aussi les indications géographiques protégées, les JGP, qui finalement correspondent à la catégorie de vent de pays avant 2008. Le nouveau système, pour la première fois, nous donne une définition juridique commune. Souvenez-vous de ce que j'avais dit, comme quoi l'idée c'est d'avoir des règles communes pour une appellation d'origine française, italienne ou allemande. Vous avez une appellation d'origine qui correspond largement à ce qui était déjà connu en droit français, qui sans doute a servi de base, de matrice pour la législation d'autres États membres de l'Union. Et vous avez une appellation d'origine qui est bien évidemment un nom qui crée une association entre l'origine du produit et un produit sur la base de 4 critères. Le premier critère, c'est le critère le plus important, et pour faire un peu les liens avec l'intervention, la présentation d'Olivier, il est vrai qu'ici, nous avons la consécration juridique de la notion de terroir, puisque ici, il est question de prouver scientifiquement, et c'est là où intéresse le droit, de prouver scientifiquement les liens scientifiques entre la qualité, pas nécessairement la bonne qualité. La qualité ici est appréhendée juridiquement de manière plus neutre, mais la qualité dans le sens de caractéristiques spécifiques, de la typicité finalement, comme ça a été dit, ces qualités qui doivent être le résultat d'une interaction de facteurs naturels et humains qui se retrouvent dans une région déterminée. Bien évidemment, si on regarde de manière plus attentive, on voit bien qu'il y a tout de même un certain nombre de problèmes qui sont posés, des problèmes d'interprétation, si on regarde de plus près cette définition, et notamment la question sur le terroir. La qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement. Essentiellement ou exclusivement? Si c'est exclusif, c'est sûr que c'est essentiel. Si c'est essentiel, c'est pas sûr que c'est exclusif. Bien évidemment, d'autres questions qui ne sont pas des questions liées au droit européen. Facteurs naturels et humains, quels facteurs? Est-ce que tous les facteurs naturels et humains, on doit les retrouver dans le verre? Il y a une hiérarchisation entre les facteurs, etc. Bon, le reste, je passe assez rapidement. Dans le cadre de l'appellation d'origine, le vin, le produit doit être élaboré exclusivement à partir des raisins provenant de la zone géographique considérée, la consécration donc finalement des évolutions juridiques et politiques post-phylloxériques en France. La production doit être limitée à la zone géographique considérée. Il n'est pas question de faire la vinification ailleurs. Et quatrième point, on doit être devant face à des raisins qui sont obtenus exclusivement à partir des variétés de vignes de l'espèce Vitis vinifera. À dire que dans la réforme actuelle de la politique agricole commune, il est question d'assouplir cette dernière condition en acceptant des hybrides, des variétés hybrides qui se situent entre donc qui sont donc d'une certaine manière, comme on voit ici,
un croisement de Vitis vinifera avec d'autres espèces du genre Vitis. Mais pour l'instant, ça reste un projet. Bon, sur l'indication géographique, je passe assez rapidement. Ici, l'idée avec l'indication géographique, c'est tout de même d'avoir des conditions qui sont plus flexibles, qui sont moins exigeantes. Pour nous, les juristes, souvent on dit que le diable se cache dans la procédure. C'est qu'il y a une bonne nouvelle pour les juristes, les avocats, moins bonne nouvelle pour le client. Mais il est vrai que pour ce qui concerne la procédure, c'est la procédure qui change et qui montre en même temps pourquoi est-ce qu'on est face à une petite révolution. Avant la réforme de 2008, la question de l'enregistrement d'une nouvelle appellation d'origine était une question, une danse à deux. D'une part, le syndicat, le producteur, d'autre part, c'était l'INAO. Maintenant, les choses ont changé, puisque nous sommes face à une procédure préalable nationale, donc plus ou moins on est dans une configuration qui ressemble à ce qui existait avant, avec, par exemple en France, l'INAO qui joue le rôle principal et qui reçoit et qui examine de manière préalable les demandes d'une nouvelle appellation, avec des procédures nationales d'opposition, mais ensuite, et c'est là où ça change, il y a un autre acteur qui intervient, un cas d'avis favorable de l'INAO. Ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que le privilège du dernier mot appartient à la Commission européenne, qui est censée s'assurer que, finalement, à l'échelle européenne, les mêmes critères s'appliquent. Bien évidemment, une fois l'appellation enregistrée, on revient sur une configuration assez classique, où les appellations d'origine sont contrôlées, finalement, par les organes nationaux pour la classification des vins, etc. Tout ça pourquoi? Tout ça pour protéger. Et il est vrai que la protection, du moins par sa lettre, la protection accordée à une appellation d'origine enregistrée, c'est une protection large. Vous avez ici le recensement des différents types de pratiques contre lesquelles une appellation d'origine protégée au niveau européen est protégée actuellement. Toute utilisation commerciale directe ou indirecte pour des produits comparables qui ne respectent pas les cahiers des charges, ou lorsqu'il est question d'utilisation qui exploite la réputation d'une appellation d'origine. Je vous donne des exemples d'ici peu. Toute usurpation, imitation ou évocation, toute autre indication fausse ou fallacieuse, ou toute autre pratique susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Par ailleurs, et ça aussi c'est important, c'est que les appellations d'origine sont protégées contre la maladie de dégénérescence, c'est-à-dire les appellations d'origine protégées ne peuvent pas devenir génériques. Utilisation commerciale directe par des produits comparables. Nos amis finlandais ont eu la bonne idée de demander l'enregistrement de certaines marques commerciales pour un produit comparable au cognac, donc pour un spiritueux qui n'était pas produit en Finlande. Il ne disait pas, donc on n'était pas face à une fraude, du moins une fraude au sens strict du terme, dans le sens de la contrefaçon, mais il était question de fraude, dans la mesure où, comme vous pouvez voir, on a eu un certain nombre de marques que les autorités finlandaises ont accepté d'enregistrer, selon la procédure finlandaise pour l'enregistrement des marques qui contenaient le terme cognac, soit dans sa version d'origine, soit translittéré en langue finlandaise. Et vous avez ici le produit qui n'est pas du tout du cognac, mais qui utilisait les marques commerciales enregistrées en Finlande. La Cour de justice, dans une jurisprudence révolutionnaire à l'époque, avait parlé de cognac, que ces cognacs finlandais, bien évidemment, tombaient sous le champ de protection de l'appellation d'origine. Plus récemment,
Et là, je passe à un autre cas pathologique. Cette fois-ci, c'est l'utilisation commerciale directe qui exploite la réputation de l'appellation d'origine. Affaire portée devant la Cour de justice, affaire récente, qui a été longuement déjà discutée parmi les juristes en Champagne et pas seulement. La société Aldi commercialisait un produit, un sorbet, contenant 12% de champagne, du vrai champagne, du champagne authentique, dans son produit. Et la question ici qui a été posée était la question de savoir si finalement on pourrait l'utiliser. Champagne sorbet, c'était la dénomination de vente, avec un packaging qui, il faut le dire quand même, crie au champagne. Vous avez tous les éléments, la bouteille, vous avez la flûte avec le sorbet qui va fondre dans le champagne, vous avez le muselet, vous avez tout. La Cour de justice, en l'occurrence, a donné une réponse, enfin on va voir peut-être un peu plus tard, qui semble protéger l'appellation d'origine, mais quand même il y a un certain nombre de doutes qui demeurent. On va voir dans les quelques minutes qui nous restent. Je reviens sur les éléments de cette réforme, et là, il faut dire qu'il y a une autre innovation, c'est la possibilité de déclarer la mort officielle d'une appellation d'origine. Une appellation d'origine, tel un acte administratif, peut être retiré, peut être annulé. Dans les conditions qui sont décrites par le règlement européen, qui n'ont pas pour l'instant été pratiquées à ma connaissance pour le vin, pour d'autres produits comme pour la bière, on a eu des cas d'annulation. La Commission européenne, d'office, de sa propre initiative, ou si elle est saisie par quelqu'un, État membre, État tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt en ce sens, un intérêt légitime, peut demander le retrait de la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique. Vous pouvez imaginer les problèmes politiques, économiques, bien évidemment juridiques, dans une telle hypothèse, ce qui peut expliquer pourquoi, pour l'instant, on reste dans une... la Commission reste dans une logique beaucoup plus d'attente. Je ne suis pas sûr que la Commission européenne souhaite vraiment s'occuper des dossiers de demande d'annulation d'une appellation d'origine. Voilà un nouveau système, un système tout de même qui n'est pas exemple de maladie. Si le système est nouveau, les pathologies sont nouvelles ou si ce sont des pathologies anciennes avec tout de même des caractéristiques assez, enfin je dirais, inédites. On a des procédures longues, des procédures complexes et aléatoires. 450, c'est le nombre de dossiers pendants, sous examen, devant la Commission européenne en matière de modification du cahier des charges. Pas uniquement pour la France, mais 450. La Commission européenne, débordée, est en train d'envisager un nouveau système, de réformer le système de modification de cahier des charges, parce que finalement, dans ces conditions, il est impossible de faire son travail correctement. On peut attendre de longues années pour une modification du cahier des charges, avec des procédures d'opposition qui se multiplient, ou même, je dirais, avec un phénomène de judiciarisation assez importante de la procédure, où on peut avoir des recours devant les juridictions internes, puis devant la juridiction européenne. Tout cela peut durer plusieurs années. Alors, on a fait un calcul dans le cadre de nos recherches à Reims. On peut facilement envisager une demande d'enregistrement, et si tout va mal, on peut facilement attendre jusqu'à 20 ans
pour avoir l'enregistrement de l'appellation à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Par ailleurs, toutes les appellations sont égales, mais comme dirait George Orwell, certains peuvent être plus égales que les autres. L'idée, c'est d'avoir bien évidemment des appellations qui sont des appellations qui sont traitées de la même manière, mais ce n'est pas le cas, puisque finalement, il y a certaines appellations qui, par leur réputation, par leur capacité d'être reconnues, réussissent à avoir un niveau de protection supérieur. On a parlé d'exploitation de la réputation d'une appellation d'origine. Cela signifie que l'appellation Champagne, par exemple, dans les faits, selon le droit existant, sera mieux protégée qu'une appellation dont la réputation serait douteuse. Même s'il s'agirait, bien évidemment, d'une appellation tout aussi respectable. Les moyens mobilisés pour les appellations d'origine ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose si on peut mobiliser 3 à 4 millions d'euros par an pour la protection juridique de l'appellation, que si finalement on a du mal pour payer les loyers du syndicat du petit bâtiment où se trouve un syndicat. Ça veut dire que ce sont des éléments non juridiques, mais qui pèsent, sur les niveaux de protection accordés à l'appellation d'origine. Et puis, bien évidemment, les cahiers des charges, qui restent une question gérée par les producteurs. On trouve, même en France, on trouve des cahiers des charges qui sont bien plus exigeants par rapport à d'autres qui prônent beaucoup plus pour la flexibilité. Je reviens pour finir sur un autre type de problème. Je reviens sur la question du champagne sorbet. Avant, je prends l'exemple du champagne qui est un cas assez classique. Le juge français avait réservé une protection assez exceptionnelle pour les appellations d'origine, et le cas du champagne, et c'est reste que pour des raisons statistiques, c'était l'exemple le plus souvent utilisé, parce que le champagne faisait l'objet de toute convoitise. Dans l'affaire Champagne-Sorbet, il faut dire que la décision de la Cour de justice est une décision qui suscite un certain nombre d'interrogations. Le juge rapporteur, juge lituanien, sans avoir rien contre la Lituanie, a beaucoup plus opté pour une solution qui ne parle pas de la typicité, qui ne parle pas de l'exploitation de la réputation, mais qui dit tout simplement il faut chercher dans les produits finis, dans ces sorbets champagne, non pas s'il y a le goût du champagne, mais si finalement le champagne, en tant qu'ingrédient, contribue au goût fini du produit. C'est-à-dire, on ne cherche pas le champagne, comment ça serait possible par ailleurs, puisque parmi les éléments organoleptiques du champagne, c'est d'être pétillant. Mais peu importe, même par rapport au goût, il ne faut pas goûter le champagne, il faut goûter quelque chose qui, s'il n'était pas ajouté, il y aurait un autre goût. Donc ça veut dire que ce n'est plus le consommateur qui peut être trompé, mais c'est l'air de dégustateur scientifique, peut-être les amateurs éclairés, de déterminer si finalement il s'agit d'un produit qui abuse ou pas du champagne. À déterminer. Une minute. Dernier point. Puisqu'on a parlé de nouveaux systèmes, de nouvelles pathologies, eh bien, il y a aussi de nouveaux systèmes avec des anciennes pathologies. La France, depuis la consécration du système européen, du système français, de la vision française en matière d'appellation d'origine, s'est battue pour défendre son appellation pour des vins connus et reconnus mondialement, exportés,
essayer de trouver des moyens juridiques et politiques pour défendre les appellations au-delà de la frontière. Le problème de la territorialité de la loi. Dès qu'on quitte la frontière de la France, la loi française ne s'applique plus. Aujourd'hui, avec le système européen, on a bien évidemment créé une autre échelle, mais finalement on a repoussé les problèmes, on n'a pas résolu. L'exemple classique, c'est l'exemple des noms semi-génériques, d'une catégorie de noms reconnus par la législation fédérale américaine, qui sont des noms qui, comme ici, Champagne ou Champagne, c'est le nom, c'est le terme en question. S'il est utilisé en tant que tel, sans autre indication géographique l'accompagnant, il s'agit bien d'un vin effervescent qui vient de la région de France. S'il y a tout de même l'indication réelle du produit, là, le terme Champagne est un nom générique, c'est un vin effervescent qui vient de la Californie. C'était un problème bien avant 2008, mais un problème qui reste, puisque le problème de la territorialité reste entier. Pour finir, je dirais que l'appellation l'AOC nationale est morte. Vive l'AOC, ou plutôt l'AOP européenne. Le roi n'est pas nu, mais tout de même, il faut encore des efforts pour déterminer l'épaisseur, la qualité et même la couleur de ses habits. Je vous remercie. Merci beaucoup.